Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Yves Goastoy pour le groupe Apparenté Socialiste pour 10 minutes. Bonsoir. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, le sixième intervenant a toujours un peu des scrupules, mais enfin, les élus locaux méritent bien quelques répétitions. Ils ont besoin, Madame la Ministre, d'être épaulés, reconnus, cités en exemple. Ils méritent, nos élus locaux, dans leur immense majorité, la confiance que leur témoignent nos concitoyens. Ceux-ci, d'ailleurs, nos concitoyens, n'imaginent pas combien la tâche est devenue complexe, judiciarisée, technique, prenante, évolutive. De ce point de vue, même si ce n'est pas l'objet du texte, je veux dire que l'inflation normative qui pèse sur nos collectivités doit à tout prix être maîtrisée. Naturellement, des initiatives de haut niveau ont été prises à cet effet, mais des résultats concrets sont attendus rapidement. L'élu local, c'est le premier interlocuteur du citoyen. L'ambition de notre texte est de donner autant que faire se peut, aux élus locaux les moyens d'exercer les fonctions éminentes qui leur ont été conférées. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de diversifier, cela a été dit naturellement, les profils de recrutement, mais en ne brisant pas les carrières, en permettant à des femmes, à des élus peut-être plus jeunes, de s'investir, et cela sans hypothéquer gravement leur avenir. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de former les élus, et compte tenu de ce que je viens de dire, de les former à bon niveau, sans quoi l'exercice du mandat est rendu difficile, faute de la compréhension réelle des rouages de l'administration locale. Et si les élus ne sont pas formés, les choses sont simples. C'est l'administration locale qui dirige, en réalité, à raison de la technicité qu'elle est la seule à posséder. Les élus locaux sont les premiers remparts concrets contre la montée des extrêmes. Ils sont la base de notre démocratie. Sans cette base, notre contrat social tout entier s'effondrerait. Le désenchantement, Madame la Ministre, pour la fonction élective est un fait. Je crois que nous le constaterons de manière assez massive à l'occasion des élections municipales et particulièrement, et c'est un élu rural qui vous parle, en milieu rural. Nous devons envoyer un message fort, celui du soutien de la nation à celles et ceux qui se dévouent. Je l'ai dit, faciliter l'exercice d'un mandat électif, c'est s'assurer d'une meilleure diversification des recrutements. C'est ouvrir la possibilité à des catégories socio-professionnelles qui, faute de temps ou de connaissance réelle des responsabilités de l'élu, n'osent aujourd'hui s'engager. La crise des vocations n'est pas un problème propre à la France. Je l'ai vu ici ou là. Mais notre très grand nombre d'élus la met en exergue. Les chiffres contenus dans l'excellent rapport de nos collègues Doucet et Gosselin sont parlants. Je ne les rappelle pas, mais on voit le manque de féminisation. On s'aperçoit du fait que 60% des maires ont plus de 60 ans. Bref, tout ceci ne représente pas réellement le pays, tout ceci ne représente pas réellement la France dans sa diversité. Élargir le vivier des recrutements, c'est s'assurer d'une meilleure représentativité, d'un plus grand renouvellement des idées et, grâce à ces diversités d'expériences, d'une meilleure prise de décision. Pour permettre cette diversification essentielle au bon fonctionnement d'une collectivité, nous devons nous assurer que l'exercice d'un mandat n'entrave pas excessivement les projets de carrière
de chacun. Notre ami Touré l'a évoqué, ce n'est pas un métier et c'est toute la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Des aménagements doivent donc être prévus pour concilier responsabilité élective et métier. Notre proposition de loi renforce considérablement les mesures prévues en matière de formation. Évitant de professionnaliser l'élu, elle organise sa réinsertion dans le monde du travail. Et j'ai été sensible à l'exemple qui était cité tout à l'heure. En votant ce texte, nous créons une obligation pour la collectivité locale d'organiser une formation au cours de la première année de mandat des élus ayant reçu délégation. Nous rendons obligatoire des dépenses planchers et non plus plafonds pour la formation à hauteur de 2% du montant global des indemnités. Mais, Madame la Ministre, par expérience de maire de Flers et de président de sa communauté d'agglomération, je sais que l'inscription de la somme, j'étais certain de la réaction, je ne pouvais pas la manquer. Je sais par expérience que l'inscription de la somme ne signifie pas toujours la formation réelle. Il y a une forte incitation, en revanche, à le faire. Peu en ont parlé. L'élu pourra bénéficier, par le biais de la validation des acquis, de la reconnaissance d'un titre universitaire relatif à la spécialisation qu'il aura acquise dans l'exercice de son mandat. Et ceci, mes chers collègues, n'est pas neutre. La garantie de retrouver son emploi de salarié est portée à 2 mandats. Le droit à la formation professionnelle et à l'établissement d'un bilan de compétences est désormais applicable aux élus des communes de plus de 10 000 habitants. Le texte prévoit également le doublement de la période de perception de l'allocation différentielle de fin de mandat. Il ne s'agit pas d'un privilège, mais de la reconnaissance d'un droit, d'ailleurs financé, et c'est une nouveauté, par les élus, sur la base d'une contribution prélevée sur leurs indemnités. Ces indemnités, elles ne devront plus être disputées aux élus, et spécialement aux maires des petites communes. Je le dis clairement en tant qu'élu rural. Ces maires de petites communes, plutôt que de coûter à la République, ils en sont souvent, à mon avis, plutôt de leur poche. Bien entendu, il n'existe pas de droit sans devoir. Il sera ainsi possible de sanctionner financièrement les absences injustifiées aux séances plénières et aux réunions de commission. Une charte de l'élu local rappelant les grands principes déontologiques qui font l'honneur d'un mandat aura également vocation à être lue lors de la séance d'installation. Ceci, j'en conviens, peut paraître un peu formel, mais au moins les choses auront le mérite d'être dites. Je voudrais terminer mon propos en saluant l'initiative du gouvernement, donner la possibilité aux élus locaux d'être remboursés d'une partie des frais de garde d'enfants ou d'assistance, mais aussi des frais nécessitant le maintien d'une personne à domicile. Eh bien, le remboursement de ces frais, engendré à raison de la participation aux réunions liées au mandat électif, est une vraie innovation. Cette avancée ouvrira, là encore, les portes des instances élues à des personnes désireuses de s'engager, mais qui ne le pourraient pas à raison des charges de famille pesant sur elles. Je pense naturellement, mais pas uniquement, aux mères de famille. Mes chers collègues, les mesures que nous apprêtons à voter, sans doute, garantiront une meilleure égalité d'accès aux fonctions électives. Elles permettront ainsi d'enrichir notre démocratie d'expériences neuves et plus variées. Le groupe SRC votera ce texte, je l'espère, sanctuarisé et consensuel, sans aucune hésitation et avec conviction.